Une des grandes questions que l'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est combien nous reste-t-il de gaz et de pétrole pour les années à venir? Cette question, c'est ce que l'on appelle en fait la question des réserves prouvées. C'est combien en fait reste-t-il sous terre de réserves pour le pétrole et le gaz? Et là, il faudrait faire une clarification essentielle, c'est que les réserves qui existent géologiquement sous terre ne sont pas toutes exploitables. Il y a des réserves prouvées, c'est-à-dire les réserves que l'on pourrait exploiter. Et dans ces réserves prouvées, en fait, aujourd'hui, on parle à peu près d'une quantité de 1567 milliards de barils en 2025. Et ça veut dire, en gros, on en a pour 41 ans encore de pétrole. En ce qui concerne le gaz, les quantités sont beaucoup plus importantes. Et donc, on parle de 206 milliers de milliards de mètres cubes de gaz exploitables potentiellement. Et ça correspond au rythme de la consommation actuelle à 47 ans de gaz. Donc ces réserves existent, ces réserves sont prouvées. Et lorsqu'on dit prouvées, c'est-à-dire aux conditions d'exploitation actuelles, en quelque sorte, leur coût marginal d'exploitation est beaucoup plus faible que le prix de vente. Et ce qui amène en fait à dire que potentiellement on pourrait les utiliser. Parce que toutes les réserves qui sont sous sol ne sont pas exploitables. Les réserves prouvées de gaz et de pétrole se trouvent concentrées prioritairement et majoritairement dans les pays de l'OPEP. Mais ces réserves sont encore concentrées dans 4-5 pays. Par exemple, le Venezuela, c'est 17,17% des réserves prouvées. L'Arabie Saoudite, c'est 15,14%. L'Iran, c'est 11,82%. Donc on trouve presque en fait la moitié des réserves prouvées dans le monde concentrées en termes de pétrole dans ces 3 pays. On ajouterait à ça l'Irak, le Canada et les États-Unis, le Koweït. En ce qui concerne les réserves prouvées en matière de gaz, elles sont plus concentrées en fait en Russie, avec presque le quart des réserves mondiales en Russie, suivies par l'Iran, l'Irak, le Qatar et les États-Unis. Pourquoi cette question des réserves est importante actuellement? Actuellement, parce que le contexte en fait, géopolitique parle de cette question, mais tout simplement parce qu'elle affecte tout le modèle économique qui est derrière. C'est-à-dire qu'elle affecte la stabilité de certains pays, le pouvoir d'achat, l'industrie et les industriels, les transports et le fonctionnement de notre économie. Et donc, pendant longtemps, le débat a été formulé de manière assez simple. Est-ce que le monde va manquer en fait de ses ressources? Mais aujourd'hui, la question devient de plus en plus complexe, parce que la limite en fait d'exploitation de ces ressources a toujours été poussée. Et il faut remonter en fait aux années 50 pour voir la première réflexion sur le pic du pétrole et de gaz qui a été fait, ou plutôt popularisé par ce qu'on appelle la courbe de Huber. La courbe de Huber, elle est due en fait à un historien de l'énergie, donc King Huber, géophysicien, qui a fait une hypothèse comme quoi en fait le pétrole et le gaz atteindraient un pic et va décliner par la suite. Et ce pic, il a été anticipé au départ dans les années 70, 1970 exactement. Et puis, au fur et à mesure, on a repoussé en fait ce pic au milieu des années 80, puis les années 2010, et aujourd'hui, on parle d'un pic dans les années 2030. Et donc, on voit bien que la question du pic d'exploitation a toujours été poussée, parce que les conditions d'exploitation, les technologies ont évolué et ont permis de retarder en fait ce pic au fur et à mesure. Mais réellement aujourd'hui, on pense que ce pic pourrait être atteint en 2030. 3 erreurs fondamentales ont été faites à travers le temps pour l'interprétation de la courbe d'Huber et sur le pic du pétrole et du gaz. La première erreur, c'est une erreur technologie. On a toujours sous-estimé l'entrée en matière de nouvelles technologies qui rendent des ressources inaccessibles accessibles et permettent en fait son exploitation. Donc la technologie progresse plus vite et donc les volumes auparavant inaccessibles entrent dans le champ d'exploitation. Et ça, on l'a vu que la frontière a été toujours repoussée. Deuxièmement, en fait, le rôle des prix, le mécanisme de prix peut changer en fait la donne. Et au fur et à mesure que les prix en fait augmentent, automatiquement, on fait rentrer en exploitation certains gisements qui n'étaient pas en fait en exploitation avant ou qui n'étaient pas même explorés. Et donc là, la question des prix permet une transformation de cette industrie. Finalement,
c'est la capacité du système à aller chercher des ressources de plus en plus complexes. Par exemple, tout ce qui est sable bitumeux ou encore les huiles lourdes qui n'étaient pas exploitées dans le passé, sont exploitées aujourd'hui parce que nous avons la technologie, mais également parce que le système énergétique se sont transformés. Alors la situation actuelle, elle est plus complexe que par le passé parce que c'est une situation où on a 4 décennies potentielles de pétrole et de gaz, voire 5 pour le gaz. Mais les conditions de la demande changent. Donc ce n'est plus une question d'offre et la capacité de l'offre à proposer en fait ce pétrole et ce gaz, mais c'est plutôt est-ce que les systèmes énergétiques ne sont pas en train de se modifier. Et ça, on le voit en fait. On le voit actuellement parce que l'offre, elle est supérieure à la demande. Et la demande, elle est en train de ralentir un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les systèmes se transforment, vont vers la neutralité carbone, des systèmes sont en train de se décarboner. De plus en plus, on utilise en fait des systèmes électriques et on est en train de sortir du paradigme pétrole et gaz. Et tout ça fait que la demande pour le gaz et le pétrole est en train de diminuer de manière importante. Et c'est pourquoi ce décalage pourrait conduire en fait à un renversement de la courbe dès 2030. Et donc, d'ici cette date, on pourrait voir des changements radicaux dans ces industries. Et on l'a vu déjà, des industriels qui se disent « Ok, les réserves existent, les réserves sont prouvées, mais peut-être qu'on ne va pas aller les chercher parce que tout simplement, les conditions de la demande sont en train de changer beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. » En résumé, parler des réserves mondiales de pétrole et de gaz, ce n'est pas seulement faire l'inventaire de ce qui existe dans le sous-sol, c'est analyser un système beaucoup plus complexe où la géologie, le prix, la technologie, la géopolitique et le climat jouent. La courbe de Hubert nous a appris que toute ressource et son exploitation suivent une courbe où il y a un pic. Et le pic, en fait, historiquement a été déplacé, mais le pic pourrait survenir dans les années 2030. La principale erreur, ça a été la sous-estimation des capacités technologiques, des conditions de coût économiques de changer et également les évolutions des systèmes énergétiques. Aujourd'hui, les hydrocarbures, on voit bien que c'est une question de demande et d'offre, mais c'est plutôt la demande qui a pris le pas sur l'offre. On ne va pas manquer de ressources, mais c'est plutôt la demande qui est en train de changer. Et donc on assiste à un basculement historique et peut-être dans la décennie 2030, on verra véritablement une demande qui va décrocher complètement et qui va laisser en fait des ressources non exploitées. C'est ce que l'on appelle les actifs échoués, stranded assets. Et je vous en parlerai dans le prochain éclairage du dimanche. À très bientôt.